Donc je vais inviter sur scène Marina Fabre-Soudron qui va animer cette table ronde, Camille Etienne, Féris Barkat et Thomas Wagner pour nous parler de réinventer les imaginaires à l'heure de la décroissance. Pendant que tout le monde s'installe, je vais peut-être commencer. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette table ronde sur la réinvention des imaginaires à l'heure de la décroissance. Donc je vais faire les présentations. Pour en parler avec nous, Féris Barkat, tout à gauche, à ma gauche. Vous êtes cofondateur de Banlieue Climat. Vous vulgarisez les enjeux climatiques sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok, où vous êtes suivi par plus de 50 000 personnes. Mais ce n'est pas votre seul canal de vulgarisation, puisque vous formez également les jeunes aux questions climatiques en, je vous cite, poussant l'écologie populaire dans les quartiers. Je passe à Camille Etienne. Vous êtes activiste climatique et les étudiants de Sciences Po ici doivent bien vous connaître, puisque vous avez étudié sur les bancs de cette école et venez d'être diplômé de Sciences Po Paris. Vous venez de publier il y a quelques jours un livre intitulé Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective. Et enfin Thomas Wagner, que les gens doivent connaître sous le nom de Bon Pote. Vous vous définissez comme vulgarisateur, vous êtes aussi très suivi sur les réseaux sociaux où vous décryptez l'actualité climatique et environnementale. Vous êtes un ancien consultant en finance et certains médias vous présentent comme un démolisseur de greenwashing. Pas mal. Je me présente à mon tour, donc je m'appelle Marina Fabre-Soudron, je suis rédactrice en chef de Novétique, un média économique sur la transition écologique et sociale. Alors cette question des imaginaires, elle peut paraître assez abstraite, assez théorique au début, et pourtant ce sont bien les récits qui vont en partie définir nos modes de vie et qui influencent notre manière d'être. Et ces récits sont aujourd'hui portés, on l'a dit tout à l'heure, par la publicité, le cinéma, le marketing en général. Et la problématique aujourd'hui, c'est que ces récits dominants sont de plus en plus décriés parce qu'alimentant la crise climatique. Alors comment on va lutter? Comment on lutte pour que piloter un avion, devenir propriétaire de son pavillon ne soit plus un rêve ultime? Comment lutter contre ces imaginaires qui participent à la destruction de la biosphère et au dépassement des limites planétaires? C'est la question à laquelle vont répondre dans cette première partie nos invités. Donc on va commencer avec vous, Camille Etienne. Déjà, comment vous définiriez les imaginaires dominants aujourd'hui? Bonjour, je suis ravie d'avoir fait un master d'économie ici, de revenir pour parler de décroissance, c'est génial. Donc, merci infiniment pour l'invitation. Alors, je vais faire une vraie science-pie, c'est-à-dire que je ne vais pas répondre à la question et je vais dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Non, c'est juste pour la question pour l'idée de désirabilité. C'est une question qui, de prime abord, a quand même tendance un peu à m'énerver parce que je trouve ça étonnant. C'est pas un jeu de séduction, on n'a pas à faire des roues et à essayer de mettre dessus, je ne sais pas quoi faire pour rendre désirable le fait de vivre. La décroissance, la post-croissance, en tout cas une sortie du modèle actuel, on peut débattre de comment est-ce qu'on l'appelle, c'est pas quelque chose qui serait souhaitable, c'est quelque chose qui est absolument vital pour nos corps, pour ceux des générations à venir et pour tout un tas d'espèces qu'on embarque dans notre chute. Donc d'abord, certes, il faut travailler à rendre désirable tout en, c'est le paradoxe, hein, tout en étant aussi très énervé contre le fait qu'on doit rendre désirable le fait de vivre. Je me dis dans quel monde et donc dans quel imaginaire actuel on est maintenu pour qu'on doit se battre pour ça. Je trouve ça assez étonnant, voilà, de prime abord. Et ensuite, on pourrait se poser la question de ces imaginaires dominants, lesquels sont-ils? Alors, bien sûr, il y a le modèle extractiviste, le modèle d'une ressource infinie dans un monde fini, etc. Tout ça, je pense que vous le savez déjà très bien. Mais ce qui est intéressant, enfin en tout cas ce qui moi m'intéresse, après il va vous être d'accord, mais c'est de réaliser que ce sont là des fictions. Et que pour moi le combat écologique c'est aussi celui de réaliser qu'est-ce qui est une fiction et qu'est-ce qui est de l'ordre d'une réalité immuable. Je crois qu'on a confondu les deux. Le fait qu'on
qu'on présente les écologistes comme étant une croyance. Hein. Souvent on parle parfois de nos religions. Certains croient au dérèglement climatique, d'autres n'y croient pas. En rien, c'est une opinion pourtant. Donc les limites planétaires dans lesquelles s'inscrivent notre modèle économique, dans lesquelles s'inscrivent notre modèle démocratique, il y a des limites, une matérialité du monde contre lequel on ne peut rien. Que ça nous plaise ou non, par exemple, on est en train de manquer d'eau là aujourd'hui en France. Ce dont par contre il est urgent de décider démocratiquement, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette ressource limitée? Est-ce qu'on décide de laisser des golfs ouverts quand des agriculteurs ne peuvent pas donner à boire à leurs bêtes et qu'ils sont obligés d'aller les mettre à l'abattoir? C'est ça vraiment ce dont il est urgent de discuter. Donc la manière dont on habite le monde est le résultat d'une fiction. Et je pense que c'est fondamental de rappeler ça, c'est que ces imaginaires dominants sont des imaginaires. Et que l'économie, le principe de base, je ne veux rien vous apprendre, mais c'est important de le rappeler quand même, tient uniquement par la confiance. C'est parce que vous et moi, on consent à ce qu'un billet de 10 euros vaut 10 euros, qu'il vaut 10 euros. Si l'un de nous refuse cette convention sociale, alors rien ne fonctionne, tout s'effondre instantanément. Donc c'est ce qui est assez intéressant. À l'inverse, le climat n'est pas performatif, c'est-à-dire que si je dis j'aimerais bien qu'il y ait plus d'arbres, qu'il y ait moins de CO2, bah, rien ne se passer de le dire. Ce sont des réalités contre lesquelles, à l'intérieur desquelles on doit s'inscrire. Donc voilà pourquoi je voulais quand même rappeler d'abord que ce sont des fictions. Pourquoi? Parce que ça veut dire que d'autres fictions sont possibles. Et que donc, si on fait une histoire économique de notre système économique, vous en avez déjà bien parlé avant, et notamment Orla Luc aussi, pour rappeler comment le PIB a été construit, eh bien ça veut dire que c'est assez récent, en réalité, dans l'histoire de l'économie, et que donc d'autres manières d'habiter le monde, d'autres rapports ontologiques à nos sociétés, aux autres espèces, est absolument possible. On peut imaginer d'autres fictions. C'est urgent de le faire même d'ailleurs. Très bien. Je vais demander à Thomas Wagner peut-être de réagir sur l'interdiction de la publicité, parce que vous en avez beaucoup parlé dans vos articles. Est-ce qu'il faut en passer par la loi pour changer les imaginaires? Ah mais c'est indéniable, parce que si on attend que toute la population soit sensibilisée pour attendre un changement structurel, ça n'arrivera pas. Donc évidemment qu'on a besoin du gouvernement, même si bon, on ne peut pas toujours compter sur lui, mais on a besoin du gouvernement qui puisse nous aider à changer le cadre. Et ce cadre-là, pour rebondir sur ce qu'a dit Camille, c'est hyper important en fait. Les limites planétaires et la physique, on ne peut pas négocier avec. En revanche, l'économie, c'est ce que dirait Timothée Paric s'il était là, l'économie est un jeu et on peut en faire et défaire les règles. Et tout le reste, c'est des constructions sociales. Donc, et encore une fois, pour rebondir tout à l'heure sur ce qu'a dit Camille, qui a décidé, dans les imaginaires, qui a décidé que, je ne sais pas, les vacances de Benzema qui passent en jet privé, puis sur son scooter, puis avec sa grosse voiture, qui a décidé que c'était cool, et qui a décidé que le type qui est arrivé à Sciences Po, là, en Vélib, c'était pas cool, par exemple. Tout ça, c'est des imaginaires, et on peut dire, et décider collectivement de dire, bon, bah, en fait, c'est ça la marche à suivre, et ça, c'est la marche à ne pas suivre. Voilà. Justement, pourquoi c'est cool? Pourquoi Benzema est devenu cool? Ah bah, il a été aidé par tout un système, et qui l'a emmené tout un système capitaliste pour dire, bon bah, voilà, là, ce que tu dois faire, c'est cool, et tu dois vraiment tirer la consommation et l'hyperconsommation et la définir comme cool. Voilà. Il a été aidé par des milliards et des milliards dépensés dans la publicité. Enfin, Vincent vient d'en parler. Si vous me demandez mon avis, dans un monde parfait, la publicité, elle n'existe pas. D'accord. Et je vais passer à Féris Barkat, toujours. Vous évoquez dans une de vos vidéos TikTok le rôle des influenceurs dans la création de ces imaginaires, ces imaginaires dominants-là. Est-ce que là aussi, il faudrait réguler les imaginaires comme on pourrait interdire la publicité? Oui, je pense que les influenceurs ont un rôle hyper important. Après, je tiens à préciser que TikTok, c'est du passé dans ma vie. D'accord. Si l'objectif, c'est de... C'est pas que j'assume pas, mais je pense qu'effectivement, que ce soit la publicité ou tous les lecteurs d'imaginaire, il faut les réguler. Après, moi, la question que je me pose beaucoup, c'est comment ça se fait que... Et je vois que ça veut tirer sur Benzema, là, donc je vais pas commencer à prendre sa défense, mais comment ça se fait que ces imaginaires sont aussi solides? Comment on est arrivé là? Et à mon sens, c'est pas une fiction comme une autre. On peut dire, oui, l'économie et le système néolibéralisme, de manière générale, est une fiction, mais c'est quand même une fiction qui s'est très très bien organisée.
on est sur des leviers, par exemple, la novlangue. Aujourd'hui, quand on parle de confort, on gomme une partie qui crée de l'inconfort. Donc vous pouvez prendre la dépression, la santé mentale chez les jeunes, vous prenez plein de trucs. La Fédération française de cardiologie qui dit qu'en 40 ans, on a perdu 25% de nos capacités sportives. On voit que ce confort crée de l'inconfort. Et donc, on est quand même sur des techniques très pernicieuses de novlangue qui mal nomment les choses. Et parce qu'on nomme mal les choses, on est dans une situation qui permet de faire perdurer un système. Et donc, on ne peut pas dire que c'est une fiction comme... et il faudrait faire une différence entre les réalités biologiques, physiques et les conventions humaines, certes, mais cette convention humaine est très très bien installée. D'ailleurs, elle s'inscrit dans une histoire qui est d'autant plus problématique, parce que ça réécrit l'histoire. Par exemple, on prend l'idée du progrès, la flèche du temps. L'humanité irait d'un point A à un point B, et on ne peut que se progresser, on ne peut que aller vers du mieux. Ça fait qu'on a un rapport à la technologie qui est totalement délirant. On a des gens qui reprennent Schopenhauer, qui l'ont mal compris, qui disent la technologie c'est d'abord dangereux, ridicule, évident, comme si à chaque fois les technologies étaient positives in fine et qu'on ne le réalisait pas tout de suite. Et donc ça fait des décalages total. Vous prenez 1810, les industries chimiques, c'est pas du tout vu de la même manière aujourd'hui comme avant. Aujourd'hui c'est bien, développement économique, s'il y a de la pollution, c'est une externalité négative. Avant c'était quoi? Avant c'était la santé des gens. C'était Emmanuel Faudéré, le père de la médecine légale, qui dit mais dans quel monde on vit pour altérer un droit aussi fondamental que le droit de respirer un air pur. Donc on est sur une réécriture de l'histoire qui fait qu'on ne peut pas se défaire aussi facilement d'autant de 200, 300 ans d'histoire qui visent à faire croire que, même au niveau de la transition énergétique, et là Jean-Baptiste Frézos l'explique très bien, mais on est aussi quadrillé de manière normative sur comment on va pouvoir surmonter ces réalités physiques et biologiques. Parce qu'au lieu d'avoir la place pour la décroissance, pour la post-croissance, ou ce que vous voulez, on est sur un truc où il faudrait juste changer les infrastructures, parce que soi-disant il y a une transition avant qui n'a pas vraiment eu lieu, parce qu'on n'est pas vraiment passé du bois au charbon, du charbon au pétrole, etc. Et donc cet imaginaire-là fait qu'on est un peu bloqué quoi, dans nos paradigmes, et on est assez limité. Et donc certes, je pense qu'il faut réaliser que tout ça est une fiction, mais cette fiction est assez sournoise. L'autre question après celle de la destruction des imaginaires, c'est comment en faire émerger de nouveaux plus désirables. Je ne sais pas si je peux dire désirable du coup qu'elle ou pas. Question, après je réponds pas forcément. Donc pendant longtemps, la croissance elle a souffert d'une image assez austère. Alors comment on fait pour donner envie? Du coup, je vais poser la question à Thomas Wagner plutôt. Comment on fait pour donner envie? C'est à moi que je... Comment on fait pour rendre désirable de nouveaux imaginaires aujourd'hui? Ça va passer, en fait, je vais un peu prendre les idées, je vais en profiter que Cyril et Camille soient là. Ça va aussi passer par l'art. C'est ce que j'essaye de répéter fréquemment. Ça va passer par tous les moyens. Il n'y a aucun moyen, on peut se passer d'aucun moyen aujourd'hui, hein, c'est un peu urgent de changer. Mais l'art est vraiment un vecteur incroyable. Donc je sais que Cyril a réalisé plusieurs films et documentaires. Camille en a fait un là, très récemment, il y a un mois. Bon, elle a 24 ans, elle a déjà fait un court-métrage et qui est génial. Si vous ne l'avez pas encore vu, il faut le voir. Donc ça va passer en partie par ça. J'ai évoqué l'humour récemment. J'ai eu la chance de passer sur France Inter avant que ça disparaisse, l'émission. Il faut en parler parce qu'ils font des records d'audience, mais apparemment, c'est pas un choix politique, mais l'émission est arrêtée, donc voilà. Ça en fait partie, en fait. C'est une arme, l'humour, c'est une arme de destruction massive. Vous voyez Guillaume Meurice, Thomas VDB qui commence à parler du fameux plus 4 degrés de notre gouvernement et ou de la pause sur les normes environnementales, etc. Bon, typiquement le travail que je fais et d'autres journalistes aussi d'écrire un article sérieux, sourcé, etc. Ça n'aura pas l'impact d'une blague de Guillaume Meurice. Donc ça en fait vraiment partie. Je vois aussi, pour continuer sur l'art, les humoristes. Je vais à pas mal de spectacles d'humoristes à Paris et j'en profite parce qu'en fait toute la journée quand tu lis des rapports du GIEC, il y a un moment il faut lire autre chose, il faut s'aérer un peu la tête. Et ça devient un peu mainstream, donc même des gens que je ne soupçonnais pas, ils font toujours des blagues ou des références à l'écologie, donc c'est vraiment en train de s'imposer.
dans le paysage, et c'est une très bonne chose. Je pense notamment à Swan Périssé, et qui d'ailleurs rejoint et fait rejoindre plusieurs luttes. Elle parle de féminisme, bon, elle parle pas mal de sexe, mais c'est comme ça, féminisme, sexe et d'écologie. Et donc en fait, elle essaye de montrer aussi qu'il y a des liens et qu'il faut essayer de rassembler les luttes. Donc ça en fait partie. Bon, il y a quelques armes aussi. Le ton sarcastique peut être une idée. Enfin, moi, j'essaie de l'utiliser, d'intervenir et d'interpeller et les entreprises et les politiques sur les réseaux sociaux. Si vous ne suivez pas mon pote, regardez, je suis très gentil avec eux. Et donc voilà, il faut vraiment ne pas lésiner, il faut vraiment tout utiliser parce qu'on n'a pas le temps. Et voilà. Et qu'est-ce que ça change l'utilisation de l'humour? Ça a quoi comme impact derrière? Alors déjà nous détendre, parce que ça il le faut. Et c'est surtout de faire passer les messages et d'interpeller, et peut-être des personnes non conscientes du sujet vont pouvoir peut-être s'intéresser, parce que il faut encore le rappeler, là ici je pense que dans la salle c'est pas le cas, mais il y a entre 20 et 40% des Français qui sont climato-sceptiques, d'après les sondages, ça dépend lesquels, mais entre 20 et 40% c'est énormissime. Donc il faut surtout, et j'ai vraiment apprécié l'intervention d'Aurore tout à l'heure, de rappeler qu'on est une bulle. Alors, je suis hyper content de voir qu'il y a plein de personnes qui sont pour la décroissance ou des espions contre la décroissance dans la salle. Ça n'aurait pas été possible il y a quelques temps. Il y a quelques temps, on l'est toujours d'ailleurs comparé à des Amish, mais bon, ça c'était pas possible. Et je suis ému à l'idée même qu'il y ait des personnes qui soient là pour la décroissance. Donc, Camille, Étienne, dans votre livre, justement, comme on parlait de désirabilité tout à l'heure, vous dites décidément, nous n'avons pas encore gagné la bataille des récits. Pourquoi on ne l'a pas encore gagné cette bataille? Parce que les personnes qui font partie de cet ordre établi sont très radicales dans leur capacité à maintenir établi un ordre qui est établi. Quand j'essaie de faire une petite critique à la désirabilité, c'est parce que je crois qu'on fait des choses bien plus grandes par amour que par désir. Et que d'ailleurs Éloi Laurent, pour en avoir parlé, parle très bien de cette question de l'amour. Il me semble que c'est aussi dans le film de Cyril Demain où il dit cette chose-là, il dit « Pourquoi est-ce que vous faites tout ça au final ?» Pas demain, c'est dans Animal, pardon. Il dit précisément « c'est par amour ». Et je pense que c'est un phare politique qui peut être extrêmement puissant en réalité. On n'a pas gagné la bataille des récits, je crois même surtout la bataille des mots. Et on se laisse happer des mots dont on devrait absolument les revendiquer. Je crois que c'est pas là un caprice intellectuel que de se battre pour des mots, parce qu'ils sont extrêmement performatifs sur notre manière d'être au monde. La question de la liberté, par exemple. On imagine qu'une écologie est punitive, alors que ce qui est bien plus liberticide aujourd'hui, c'est l'inaction climatique ou l'action délibérée pour la destruction du vivant. Quelle est la liberté de pouvoir partir en jet pour quelques-uns face à la liberté de toute une génération de pouvoir se projeter dans l'avenir, d'avoir accès à un air pur, à une eau claire? Il faut se revendiquer d'une liberté. Dans mon livre, je parle de puissance parce que je ne veux en rien laisser la puissance politique, la puissance collective dans les mains de quelques-uns. Je crois qu'il est urgent de se dire que nous faisons partie de cet outil démocratique, que nous sommes par essence, finalement, que nos vies sont par essence politiques. Et pour répondre à cette question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas encore à imposer? Parce que précisément c'est une bataille. Et que, comme le rappelait Adrien Fleury, c'est une bataille qui aujourd'hui est menée durement par cet ordre établi. Je ne sais pas qui ici connaît Edouard Bernays ou qui ne le connaît pas, si je peux faire un bref rappel. Est-ce qu'il y a une de main qui se lève discrètement pour dire que vous connaissez ça? Ok, je n'ai rien vu, mais comme ça je vous réponds très rapidement. C'est un livre merveilleux qui s'appelle Propaganda. Enfin, le livre, lui, il l'a écrit, puis la préface est merveilleuse. Je vous invite à le lire. Et en fait, il montre comment, dans les années 70 aux États-Unis, il y avait la moitié seulement de la population qui fumait. Pourquoi? Parce que c'était vu comme un symbole masculin. Et donc, il y a une personne d'une grande compagnie de cigarettiers qui se dit « Mais comment est-ce que je pourrais multiplier par 2 mon chiffre d'affaires? C'est quand même embêtant que seulement la moitié fume. » Donc, il va voir cette personne qui s'appelle Edouard Bernays, grand publicitaire, qui se trouve être le neveu de Freud, la classe. Et donc, il utilise la psychologie pour comprendre qu'est-ce qui crée un comportement. Il réalise que la cigarette est associée au symbole du pénis et que donc, finalement, on pourrait faire de la cigarette un symbole de libération de la femme qui reprendrait le pouvoir sur cet appareil éminemment masculin. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il va payer des mannequins pour aller dans une manifestation féministe dans les rues de New York, faire venir toute la presse new-yorkaise, un signal donné, faire lever cette Torch of Freedom, donc cette cigarette dans la bouche de ces femmes féministes. Le lendemain, c'était partout dans les journaux, et c'est comme ça que très rapidement, ils ont réussi à imposer, à multiplier par 2 un marché.
Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, on a eu les documents des cigarettiers parce qu'ils sont tombés sur le coup de la loi, et que donc ces documents sont rendus publics, grâce aux travaux des journalistes, notamment de Stéphane Foucard du Monde en France, mais dans plein d'autres endroits. On a pu regarder quelles sont les stratégies très fortes pour qu'on s'assure de rester dépendant. Et moi, je fais un parallèle avec l'industrie fossile, qui s'assure que notre société reste bien dépendante de l'industrie fossile. On a une économie beaucoup tournée vers l'industrie fossile, et c'est pas juste parce que c'est pas facile de s'en défaire, mais c'est parce que ceux pour qui c'est une poule aux œufs d'or s'assurent pertinemment qu'on y reste bien attaché. 2 exemples très concrets. Merci, madame. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, vive. Demain, c'est l'AG Total, si vous voulez venir faire un petit coup. Ça va être drôle. Et non, pour finir rapidement, en fait, montrer comment ils ne font pas. Je pense qu'une des manières pour moi la plus importante de se défaire de ces imaginaires, c'est montrer comment on y est maintenu et montrer qu'ils sont construits et que certains travaillent activement à ce que l'on reste dépendant. L'énergie fossile, moi j'ai pu le voir, comment est-ce qu'ils ont essayé de détricoter toutes les mesures environnementales qu'on a pu le faire au niveau européen, ça doit être sacrément drôle aussi. Je l'ai vu sur les compagnies minières dans les négociations de l'ONU sur les fonds marins. Total Energy est au courant depuis les années 70. Ils ont d'abord travaillé à faire monter le climato-scepticisme. Ils ont fabriqué du doute. Ensuite, une stratégie aussi assez intéressante, c'est de financer des études contraires, c'est-à-dire pas des fausses études forcément, mais notamment infiltrer les labos de recherche, infiltrer les écoles sur la technologie. Parce que qu'est-ce que ça crée? C'est que si d'un coup on a beaucoup d'études qui vont parler de la technologie comme une solution face au dérèglement climatique, eh bien les médias se disent bon, c'est que c'est un vrai sujet, beaucoup de gens travaillent dessus, donc on imagine que c'est réellement une solution majoritaire. Donc on détourne le regard, on détourne la responsabilité. 2 derniers exemples rapidement. L'empreinte carbone. L'empreinte carbone est un outil important, utile, pourquoi pas, je l'utilise moi aussi, j'en parle. En revanche, ne pas oublier, d'ailleurs Thomas a fait un article dessus, comment British Petroleum a participé à sa démocratisation en payant 260 millions de dollars dans les années 2000 pour en faire un outil. Pourquoi? Et Aurore Luc le rappelait très bien, parce que c'est fatigant d'être écolo dans un monde qui ne l'est pas, que ça a un coût temporel, un coût économique, face auquel on est inégal. Et donc c'est forcément les plus précaires pour qui c'est le plus difficile de faire. Donc on tient une société par la fatigue. Et quand on est épuisé, on s'assure de ne pas s'organiser collectivement. On s'assure d'éviter un soulèvement. La dernière chose, je crois que c'est l'éco-anxiété. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, ce discours autour de l'éco-anxiété. Il faut faire très attention à ça. Ne pas rendre pathologique un sentiment sain face à un monde malade. Ne pas reléguer dans l'intime un malaise, un désaccord face à une honteuse direction du monde, mais d'être capable de le politiser, parce que c'est là et seulement là qu'on pourra s'organiser face à cette honteuse direction. Bravo. Féris Barkat, pour vous, est-ce que c'est nécessaire déjà de faire émerger des nouveaux imaginaires? Et comment les faire émerger? Parce que vous dites, attention à ne pas reproduire en même temps les défauts des imaginaires dominants aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas à toutes les classes populaires, etc. Ouais, c'est sûr que je pense qu'il est nécessaire d'en inventer des nouveaux, sinon je ne serais pas là. Par contre, je pense qu'il y a des freins énormes pour qu'ils soient adoptés par tout le monde. Et on parlait juste avant des libertés. Je pense qu'il ne faut pas nier aussi que même si la définition de la liberté actuellement est problématique, parce qu'on est sur une maximisation des possibles, une définition très néolibérale, de fait, l'avion, on va pouvoir le prendre de moins en moins de fois. Donc on est quand même sur une réduction de quelque chose. Et vu que peut-être que la définition, on est, je pense, tous d'accord là-dessus, pour dire qu'elle est mauvaise à la base, on n'est plus sur des privilèges, sur des caprices, mais de fait, si on veut reproposer des imaginaires, en l'occurrence, il y aura une réduction de quelque chose. Quelque chose vis-à-vis d'un précédent qu'on avait en tête avant, par exemple prendre l'avion tous les week-ends. Et donc, cette question de liberté, moi, elle m'intéresse beaucoup parce que quand on fait des formations avec le climat, et en ce moment, on était à Cergy la semaine dernière, on est partout, moi je vois bien, qu'est-ce que je vais rajouter encore 9 limites planétaires à des gens qui sont déjà contraints tous les jours? Donc, il y a déjà des contraintes tout le temps, la discrimination, la fin du mois, des galères tous les jours, et moi je vais rajouter 9 limites, normal. Il faut faire attention quand même. Donc du coup, cette surenchère des limites, il faut voir comment on va la présenter pour pas que ça paraisse justement liberticide. Alors que, littéralement, c'est juste pour qu'on puisse tous à peu près survivre. Donc la première
le premier frein que je vois et le premier pas frein, mais la première difficulté quand on va proposer de nouveaux imaginaires, c'est réaliser que ce rapport à la liberté est fondamental. Les imaginaires qu'on propose maximisent nos libertés, en tout cas celui qui est dominant aujourd'hui laisse penser qu'on maximise une certaine liberté, qu'il est possible de la maximiser, mais c'est toujours les mêmes qui la maximisent. Et ça, il faut avoir ça en tête, en disant, ok, comment on fait pour dealer avec ce désir de liberté qui est dans tous les cas dans nos crânes, qu'on le veuille ou non. Et de plus en plus tôt, parce que les réseaux, maintenant, CM1, CM2, c'est terrible. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était la concurrence des imaginaires. Aujourd'hui, l'imaginaire qu'on propose, c'est un post-matérialisme qui consisterait à dire, bah voilà, on a réussi à la fin du mois à assouvir ses besoins matériels, donc on pourrait essayer de penser à autre chose. Le bonheur, le temps long, l'horizon. Cynthia Fleury avait fait un livre, Ce qu'on ne peut pas nous voler, Manuel du Verstollen. Elle explique quoi? Elle dit qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. Et bien sur ces choses-là, pour avoir l'espace mental de se les poser, de les considérer, et ben on n'est pas tous égaux. Et donc, moi, le risque que je vois, c'est qu'il y a peut-être un monopole aujourd'hui de l'imaginaire post-matérialiste sur lequel peut-être on doit tendre. Il faut y aller. Mais il n'est pas accessible de la même manière à tout le monde. Et donc, cette polarisation, elle fait peur, puisque si on dit, écoutez, là vous avez le choix entre le capitalisme qui détruit tout, et de l'autre côté un post-matérialisme qui ne va pas vous parler parce que ça vous paraît un peu trop théorique et abstrait. Est-ce qu'il y a pas un entre-deux? Comment on fait pour faire l'accompagnement d'un pont à un autre? Et ça, peut-être qu'on y reviendra parce qu'on essaie de faire ça justement avec moi le climat, mais en tout cas en amont, moi je suis en train de me dire, waouh, comment on va faire? Et donc là, la solution, ça serait justement de proposer un nouvel imaginaire qui serait plus adapté ou qui soit plus ciblé aux catégories les plus populaires. Et à nouveau, c'est compliqué. Parce que le monde précède la conscience. Ça veut dire que si tu veux proposer un imaginaire qui te ressemble, et que autour de toi, dans ton environnement, il y a du béton partout, il y a une faillite de la sensibilité, les représentations sont bousillées. Moi, tout mon collège, j'ai mangé du mium. Mon rapport à l'alimentation, il était complètement fracassé. Donc, qu'est-ce que tu veux faire pour proposer un imaginaire, sachant que le monde précède ta conscience, le monde précède ce que tu va inspirer ta création, et donc là où tu as grandi, forcément, ça va t'inspirer. Et donc, tu ne vas pas pouvoir réussir à proposer un imaginaire qui va pouvoir t'émanciper de ton quotidien, parce que ton quotidien, c'est pas de la nature, c'est pas forcément une bonne alimentation, c'est pas forcément des randos, c'est pas forcément plein de trucs que tu n'as plus. Donc, ces 3 points, en tout cas en amont, moi, ça me posait question en me disant, voilà, comment on va faire pour lever ces barrières et pour que l'imaginaire qu'on propose ne parle pas toujours au même, ne soit pas juste un entre-soi qui va bien sûr... et c'est pas un problème que ce soit un entre-soi. Le problème, c'est qu'il y a des barrières à l'entrée à cet entre-soi. Et donc voilà, ça c'était les questions que je me suis en tout cas posées. Après, je pense qu'on commence à avoir des pistes de réponse. Mais il faut les avoir en tête parce que ce désir de liberté, qu'on le veuille ou non, cette maximisation des possibles très néolibérale nous habite et est déjà présente. Donc il faut partir de ça pour imaginer autre chose, mais réduire à nouveau des libertés à des populations qui ont l'impression d'être très très contraintes dans leur quotidien, c'est difficile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là, le fait que les imaginaires aujourd'hui que les écologistes essayent d'inventer ne parlent pas à tout le monde? Oui, totalement. Il a entièrement raison dans la mesure où il faut adapter toujours son discours en fonction du public auquel vous êtes en train de parler. Là, typiquement, on gagnerait du temps à parler des limites planétaires, etc. Mais dans d'autres salles, je ne sais pas, à l'AG Total demain, vous leur parlez des limites planétaires, je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi réceptifs. Donc il faut toujours adapter son discours. Là, je suis vraiment entièrement d'accord. Et pour rebondir sur la notion de liberté, il y a 2 choses. Typiquement, il y a des discours qui passent avec la science. Si on parle du GIEC, en l'occurrence, ce qu'ils ont fait dans le dernier rapport, là, c'est montrer tous les co-bénéfices qu'il y a au changement. Donc c'est pour montrer qu'en fait, le changement n'est pas forcément un enfer. Et il y a plein de co-bénéfices. Je vais prendre un exemple qui est vraiment assez pertinent à Paris. C'est le fait de passer de sa voiture au vélo. Vous traversez Paris plus rapidement en vélo qu'en voiture. Mais rien que ça, en fait, est-ce que tout le monde a bien cette notion en tête? Et ça, c'est une question de liberté. En tout cas, moi, j'apprécie ça comme une liberté. Dépasser des types qui sont dans leur gros SUV avec mon Vélib. Bon, en plus, je prends un petit plaisir à le faire. Mais voilà.
ça fait partie de la liberté. Et autre chose aussi, on parlait des imaginaires, mais il y a aussi, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Camille, ce qu'on essaye de sauver et de sauvegarder. On peut être aussi écolo et très égoïste. Moi, typiquement, j'ai changé de métier et c'est aussi pour ma retraite, parce que j'ai pas envie qu'il fasse 50 degrés l'été pendant ma retraite. Et en l'occurrence, si vous... Pardon ? Ne me lancez pas sur la retraite. En l'occurrence, s'il fait 50 degrés, la question c'est, elle est où votre liberté sous 50 degrés ? Moi, sous 50 degrés, le sport, enfin je pense à d'autres activités, mais il y a plein de choses qu'on arrête de faire à 50 degrés. Donc, si vous voulez éviter ça et garder une certaine forme de liberté, il va falloir se battre pour. J'ai une phrase sur cette question de l'inégalité face au récit. Je pense qu'en réalité, un soulèvement existe déjà partout, et tu montres très bien avec Dans le climat. Simplement, on en parle peu, on en parle moins, on les met moins en avant. C'est surtout ça, en fait, ces fameux mondes d'après, quand il y a ces grandes tribunes auxquelles j'ai déjà dû en signer tout un paquet, hein, donc je fais pas le mea culpa. Et c'est important de dire ça peut être ailleurs, ça peut être différemment. En revanche, ça existe déjà. Ça existe déjà, Cyril le montrait dans Demain, il y a déjà quelques années. On le voit partout sur les territoires, d'autres manières de faire de la démocratie, d'autres manières de faire de l'agriculture, d'autres manières de gérer l'eau, d'autres rapports qu'on peut avoir entre les hommes et les femmes. Donc en fait, ça existe simplement. Il s'agit de permettre les soulèvements. Il s'agit d'arrêter de nuire. Il y a un essai que je trouve magnifique de Corinne Morel-Darleux qui s'appelle plutôt Couler en beauté que flotter sans grâce, et qui parle de ça, qui parle de qu'est-ce que ça peut vouloir dire se soulever, donc laisser ces nouveaux imaginaires s'émanciper. Eh bien, c'est précisément exit voice loyalty. On est à Sciences Po, vous vous rappelez peut-être les théories politiques d'Hirschman. Soit on est loyal à un ordre établi, on participe à ce qui reste bien en place. Donc ça, pour moi, on doit le combattre, on doit obtenir un rapport de force. Il y a des personnes dans les institutions qui sont rares mais qui sont présentes, qui se battent pour justement se battre contre cette loyauté à un ordre établi qui est délétère. Il y a exit, donc là c'est précisément imaginer qu'on est dans un naufrage. On peut décider de prendre les canaux de sauvetage et de commencer à se tailler, à se casser pour aller trouver des îles où on peut habiter différemment et dire regardez, ça existe, on peut faire ailleurs. On n'est pas promis à la chute, on n'est pas promis au vertige. Et une dernière chose, c'est voice, c'est-à-dire la contestation, c'est-à-dire la désobéissance civile, c'est les moments où on se lève, où en gros, c'est le Boétie qui disait « Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux », alors on se lève et on se casse et on le dit haut et fort. Justement, vous avez évoqué la bifurcation des étudiants d'AgroParisTech qui ne veulent plus travailler pour des grosses entreprises d'agrochimie, ou même Adèle Haenel qui se lève et qui se casse, et vous dites qu'il faut rendre visibles ces ruptures-là pour créer des nouveaux imaginaires. Très simplement, en fait, je voulais dire que c'est important, quand on a ce privilège, dont je m'inclus totalement, d'avoir fait ces grandes écoles, d'être dans ces lieux de pouvoir. Si on décide d'en partir, on peut décider de rester et d'être dans cette voice, dans cette contestation. Si on décide de partir, je pense qu'il ne faut pas le faire par la petite porte. Que c'est éminemment important de le dire haut et fort. C'est l'employé de Shell qui, quand elle a démissionné, en a fait une lettre dans les médias. C'est les étudiants d'AgroParisTech qui n'ont pas juste décidé d'aller élever des chèvres et puis de le dire qu'à leur famille et à leurs potes, mais d'en faire une tribune et d'aller déranger et d'aller être ce caillou dans la chaussure, d'aller être ce petit pois dans le mythe de la princesse au petit pois qui est sur toutes ses couches. Et en fait de se dire que c'est Rosa Luxembourg qui disait au commencement était l'action, et d'être cette étincelle qui dit en fait un peu je vous emmerde et j'arrête de jouer à un jeu, je ne joue même plus, je ne sais pas de changer les règles, j'arrête de jouer à un jeu dont c'est précisément toujours les mêmes qui gagnent, parce que ce sont aussi ceux qui décident des règles. Je crois que ça peut être extrêmement puissant, mais il faut que ce soit revendiqué politiquement. Il ne faut pas que ce soit qu'une fuite intime pour se préserver, il faut que ça puisse être dit haut et fort et que ça puisse être une posture politique. C'est pour ça que je les invitais à politiser en fait leur fuite. On est d'accord que c'est pas donné à tout le monde de... Non, mais tant mieux. Heureusement qu'on fait pas tous qu'on n'agit pas tous de la même manière, sinon ce serait ennuyant. Puis s'il y avait une liste de 10 points pour sauver le monde et qu'on l'avait déjà pas fait, on serait quand même sacrément pas malin. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est une société entière qui doit habiter le monde différemment. Donc il y a précisément de la place pour des gens dans les institutions, il y a précisément de la place pour des écoles comme celle-ci, pour qu'elles soient capables d'opérer une forme de bifurcation d'elles-mêmes
que certains décident de ne pas y participer, que d'autres décident d'aller casser, pour reprendre l'idée du naufrage, d'aller casser la porte du capitaine et puis de prendre les mains sur le gouvernail et de changer précisément cette direction qui nous promet à l'iceberg. D'accord. Et juste Féris Barkat, tout à l'heure vous disiez que vous avez réussi avec Banlieue Climat à sensibiliser des populations qui étaient invisibilisées et à qui les imaginaires aujourd'hui ne parlaient pas forcément. Comment vous faites? Alors, je pense que c'est une posture qu'on a beaucoup réfléchi pour essayer de venir en disant on ne va pas venir avec un imaginaire clé en main. On va essayer de se dire, et c'est toujours traversé par la même idée, comment on va créer un sentiment de liberté dans les quartiers, chez les jeunes qu'on forme. On forme des jeunes de 17 à 25 ans, 8-9 heures de formation sur les questions climatiques. Comment on fait pour qu'à la fin, ils se disent waouh, c'est excitant, c'est fou, on a envie de faire le truc. Et c'est assez simple en fait. Je me suis dit, revenons à la définition de l'imaginaire, ou à l'imagination. Sartre, il définissait ça, je n'aime pas beaucoup Sartre, mais il a une bonne définition de ce truc. Il disait en gros, l'imaginaire, l'homme il perçoit, mais il a aussi en capacité, il perçoit sa réalité, son présent, mais il a en capacité de se substituer au réel qui lui est donné. Il a la capacité de s'émanciper, de regarder ailleurs, d'imaginer autre chose. Et bien c'est précisément ça qui est d'autant plus important chez les précaires, parce que la réalité elle est difficile, la réalité elle est compliquée. Et donc en fait, là on fait un retournement en se disant finalement, les imaginaires sont d'autant plus importants dans les quartiers, là où on est. Et la question n'est pas comment on fait pour produire de la liberté, c'est précisément parce qu'on imagine qu'on est libre. C'est précisément parce qu'on peut imaginer autre chose qu'on peut exprimer sa liberté. Et donc nous, on ne vient pas avec un imaginaire clé en main, on vient avec, venez, on va nourrir vos imaginaires, on va outiller. Alors on fait 8 heures, 9 heures de formation, on parle du rap, on parle des animés. Les animés, l'animation japonaise, ou les mangas de manière générale, les Miyazaki, c'est incroyable. En termes de capacité de personnification de nature, c'est un des derniers espaces où sociologiquement, je n'arriverai pas à expliquer pourquoi on est aussi fan des mangas dans le quartier, je ne pourrais pas expliquer. C'est pas bien sûr réservé qu'au quartier, mais en tout cas, il y a une prédominance des références symboliques culturelles japonaises là-bas. Et ça fait qu'on rentre avec des trucs qui vont leur parler de suite. Et même, on parlait avant du vélo. Au lieu de dire, bah voilà, on va faire un imaginaire qui va être clé en main sur comment on va faire la mobilité de demain. Non, maintenant, on va nourrir la question de la mobilité. Est-ce qu'il n'y a pas des barrières culturelles? Nous, on était à Cergy, et les femmes nous expliquaient qu'elles étaient excisées, donc elles ne pouvaient pas faire de vélo. Culturellement, c'était compliqué d'aller faire du vélo aussi pour elles. Parfois, elles ne savaient juste pas en faire. Donc il y a toutes ces questions-là qu'on essaie de lever en disant on ne va pas venir avec un imaginaire clé en main, en disant voilà, l'imagination, ce n'est pas une attitude passive, c'est une attitude active. Et donc bien sûr, il faut un récit, à un moment donné, collectif qui rassemble tout le monde. Mais en amont, pour qu'on soit à peu près tous sur la même longueur d'onde, il faut qu'on vienne avec ces éléments-là. Et donc ça, c'est un peu la posture qu'on essaie d'avoir. Et en l'occurrence, ça fonctionne. Alors on ne peut pas dire qu'on a trouvé la solution, mais on se retrouve après une journée, on était 8 heures de formation à Cergy, 25 jeunes qui pour la plupart étaient parfois déscolarisés, décrochage scolaire. Ils étaient venus avec une asso qui les aidait un peu à se réorienter. Et à la fin, ils étaient en mode mais j'ai jamais appris autant de trucs de toute ma vie, j'ai envie de continuer à pousser le sujet. Ok, c'est la merde, mais au fond déjà le rapport à l'éco-anxiété est très différent. Parce que mon père il me dit souvent t'as peur de quoi, de pas avoir faim, d'avoir faim, mais moi j'avais faim quand j'étais petit, tu vois. Donc le rapport à l'anxiété est différent. Donc peut-être qu'au niveau de la santé mentale c'est pas la même chose, mais au fond on arrive à fédérer, à réduire la polarisation et à se retrouver sur un truc commun qui est c'est la merde, on a des valeurs communes. Et demain qu'est-ce qu'on fait pour faire un truc qui nous excite et pour qu'on crée nos propres imaginaires. Et donc voilà, on vient outiller et je pense que là, on bosse aussi sur un projet plus gros de fiction. Et on ne peut pas le faire en disant voilà, nous, on a tout compris et voilà vers quoi on doit tendre. C'est vous, à votre avis, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous excite? Qu'est-ce que, dans votre création, on avait des rappeurs à la formation, ils ont fait la formation un jour, le lendemain, ils nous ont fait un texte sur les questions climatiques. Et ça passait trop bien, c'était incroyable. Donc, c'est alimenter cette création qu'on essaie de faire.
la récupération comment on fait pour justement que les entreprises ou le système que vous dénoncez ne récupère pas les nouveaux imaginaires qui pourraient émerger. Ça va être difficile à faire puisque le capitalisme récupère tout. Enfin, c'est Boltanski qui dit ça. Le capitalisme absorbe tout, récupère tout. Enfin, même les notions de décroissance. Je crois qu'il y a déjà certaines entreprises qui parlent de décroissance, alors que la décroissance, je le rappelle, est anticapitaliste. Je sais que c'est un gros mot en général, mais la décroissance est anticapitaliste. Et je vois des entreprises, enfin, bon, évidemment, je vais parler de LinkedIn 3 secondes, toutes les entreprises sont belles, vertes, innovantes, etc. Bon, en fait, quand vous grattez un peu, c'est pas du tout le cas. En tout cas, les entreprises du CAC 40 et toutes les entreprises d'ailleurs qui sont cotées, c'est le cas. En fait, il n'y a aucune entreprise qui tend vers la neutralité carbone et vers la décroissance. J'en connais pas une. Je vous invite à me dire et à me réfuter si c'est possible. Donc la première des choses, il va falloir, et je sais qu'on adore parler du name and shame, mais le name and shame, c'est pas seulement interpeller les entreprises, c'est leur demander de respecter la loi. Il y a une définition légale du name and shame, et les entreprises aujourd'hui ne respectent pas la loi. Donc en fait, pour créer des imaginaires, il va déjà falloir leur demander de respecter la loi, ce qui n'est pas fait. Donc ça, c'est le point 1. Et ensuite, il va falloir pousser, et moi c'est ce que j'essaie de faire via mon média, les bonnes initiatives, les entreprises qui sont beaucoup plus petites, qui viennent d'être créées ou pas, qui ont 5, 10 ans, etc., et qui montrent la voie, ces entreprises-là, il faut les soutenir, il faut leur donner un peu d'audience, parce que c'est difficile de proposer un autre modèle, et il faut le faire, et il faut les soutenir autant que possible. Très bien. Je pense que c'est le temps de conclure cette table ronde. Je remercie nos 3 invités de leur participation. J'en profite, autopromo, pour vous annoncer que début juin, Novétique va diffuser un podcast avec l'anthropologue Fanny Paris sur les nouveaux imaginaires, et ça s'appelle Sous contrainte. Ça sera disponible sur toutes les plateformes, donc c'est début juin. Merci beaucoup.